Allez, donc nous revoilà pour le deuxième exercice du TD2. D'accord? Donc dans le TD2, on considère une installation électrique qui est composée d'une résistance et d'une self et qui est alimentée sous une tension efficace de 200 volts, tension sinusoïdale naturellement, qui consomme une puissance active de 12 kW sous un courant efficace de 80 ampères à 50 Hz. Donc, comme on le voit, et comme c'est très courant lors d'installations industrielles, on a une installation de type inductif, self-fixe si vous préférez. Et la première question qu'on nous demande, c'est de trouver finalement les valeurs de la résistance et de la self qui sont équivalentes à cette installation, et d'en déduire naturellement le facteur de puissance cosinus. Donc pour cela, donc voilà un petit peu les données importantes du problème. La première chose que l'on peut déduire, et qui est la plus facile, c'est de calculer le lambda, donc le facteur de puissance, avec la formule P égale UI cosinus phi. Donc on va déterminer tout simplement que le cosinus phi, c'est tout simplement le rapport entre la puissance active et la puissance apparente, d'accord? Et donc ça nous donne 0,75. À partir de ce cosinus phi, eh bien, on va pouvoir déterminer la valeur de L et de R. Donc pour cela, on va repartir de la puissance active en écrivant ceci, c'est-à-dire que P égale UI cosinus phi, mais qui est égal aussi à R fois I carré. Et de cette manière-là, eh bien c'est trivial, R est tout simplement égal à P sur I carré, P étant égal à UI cosinus phi divisé par I carré, ce qui nous donne une résistance de 1,875 ohms. On va faire exactement pareil pour la puissance, pour la self, en utilisant ici la puissance réactive. Donc bon, je ne vous fais pas l'affront de calcul, vous demander comment est-ce qu'on calcule le sinus phi quand on a le cosinus phi. Petite virée en troisième, ça va le faire. Et puis à partir de là, eh bien, on a juste à écrire que L oméga I efficace va être égal à UI fois sinus phi. De cette manière-là, L va être égal à ce rapport-là, et on trouve une self avec une self qui va être égale à 5,26 milliampères. Donc là, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. On s'intéresse maintenant, dans la deuxième partie de cet exercice, au relèvement du facteur de puissance. Donc, pour relever le facteur de puissance, déjà on note que le facteur de puissance il est trop bas. Il est trop bas puisqu'on l'a calculé juste avant, il est de 0,75. Et comme je vous l'ai dit en cours, le facteur de puissance, normalement, il doit friser les 0,93. Il doit être supérieur à 0,93. Donc, sans chercher à mettre une capacité de malade, eh bien on va essayer d'arriver à 0,93. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment très facile à faire. On fait ce qu'on appelle le bilan des puissances. Donc c'est quasiment le même tableau que dans le cours, à la différence que la dernière colonne, eh bien j'ai fait apparaître le facteur de puissance qui est plus simple. Donc on voit que quand on a une charge seule, d'accord. Donc attendez, pardon. Dans ce tableau, on a une colonne pour les puissances actives, une colonne pour les puissances réactives et la dernière colonne pour le facteur de puissance. Et en termes de ligne, eh bien on vous considère la charge seule, donc RL, le condensateur seul, et puis après l'ensemble. Et l'ensemble, on va pouvoir simplement le calculer en utilisant le théorème de Bouchereau, qui va nous dire que la somme des puissances actives, c'est la puissance active de chaque élément. Pareil pour les puissances réactives. D'accord? Donc, on fait ça de la manière suivante. La charge seule P, d'accord? Bon, elle a été calculée juste avant, donc c'est pas bien compliqué. On peut en déduire la puissance réactive qu'on exprime non pas en UI sinus phi, mais plutôt en P fois tangente phi. Vous allez voir que c'est plus intéressant de calculer ça comme ça. Et puis on a pour cette charge seule, eh bien, un facteur de puissance de 0,75, ce qui était la question précédente. La capa seule, bon, il n'y a pas besoin de passer le réveillon, hein. Puissance active, elle est nulle. Puissance réactive, elle est négative, naturellement. Et on a un déphasage. C'est une erreur de ma part, excusez-moi. On a un cosinus phi qui est aimablement égal à 0 ici. D'accord? Et non pas moins pi sur 2. Corrigé. Voilà. Et après, on va appliquer donc le théorème de Bouchereau. Donc le théorème de Bouchereau, c'est la charge plus le kappa. En termes de puissance active, on retrouve P. Il n'y a pas P plus 0, ça fait toujours P. Toutefois, maintenant, là où ça va changer, c'est pour la puissance réactive. Pour la puissance réactive, donc on a une nouvelle puissance réactive, Q', qui va être égale à Q, donc la puissance réactive de la charge seule, plus la puissance réactive de la capacité.
Et donc, ceci peut être exprimé de la manière suivante. Q', ça sera finalement la puissance active multipliée par tangente phi', phi' étant le nouveau déphasage. D'accord? Nous, ce que l'on veut, c'est avoir un cosinus phi' de 0,93. Donc, allez, je vous fais ce petit affront du cours troisième. D'accord? Tangente phi, c'est sinus sur cosinus, et sinus ne doit pas être loin de racine de 1 moins cosinus carré. Donc, tangente phi, c'est à peu près cette affaire. On en déduit donc, à partir de là, on peut donc calculer tangente phi et tangente phi' à partir de cosinus phi et cosinus phi', d'accord? Et on va en déduire la capacité du condensateur de la manière suivante, c'est qu'on va reprendre cette ligne là, d'accord? Et on va simplement écrire que QC va être égal à Q' moins Q, Q on se passe de côté, d'accord? Et Q' moins Q, eh bien, c'est simplement Q' moins Q, c'est quoi? C'est P tangente phi' moins P tangente phi, d'accord? Et à ce moment-là, eh bien, on peut écrire que QC est égal à moins C oméga U carré, P tangente phi' moins P tangente phi, en faisant passer le moins oméga U carré en bas, on en déduit cette formule-là, qui est la formule du courant. Et quand on fait l'application numérique, vous allez trouver, si j'ai pas fait d'erreur, une capacité de 464 microfarads. Donc ça, c'est relativement simple. Il y avait une troisième question dans cet exercice, d'accord? Calculer, alors ça c'est intéressant. Donc, on a été coupé pour cette dernière partie, donc c'est pour ça que je reviens très rapidement. La question que l'on se pose ici, c'est de calculer le courant I' qu'EDF va maintenant délivrer, maintenant que l'on relève le facteur de puissance. Et donc, pour cela, il est intéressant en réalité de prendre en considération le fait que on va avoir, c'est ce qu'il y a noté dans le texte, une ligne de transport. Donc la ligne de transport, c'est le fil qui amène l'électricité de la production à l'utilisation, qui peut être modélisé comme une résistance de 1 ohm. Alors vous allez me dire, 1 ohm, c'est pas beaucoup, mais effectivement, il ne faut pas que ça soit beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs que les fils électriques sont souvent faits avec des matériaux type cuivre qui ont une très, très faible résistivité. Souvent, c'est du cuivre que l'on va recouvrir d'une fine couche d'aluminium pour pas qu'il rouille et qu'il s'oxyde. Voilà. Alors, et on va faire la comparaison avec et sans relèvement du facteur de puissance. Donc, il n'y a rien de bien extraordinaire, vous voyez. Donc, lorsque l'on n'a pas de sans relèvement, lorsque l'on a le relèvement, le courant I' va être égal à P divisé par U cosinus phi', d'accord? Donc là, c'est la formule du cours. Et donc, de là, on va en déduire que l'on a un courant de 64,52 ampères. Et les pertes par effet Joule, eh bien, on peut les comparer. C'est-à-dire que, sans relèvement du facteur de puissance, on repart sur la formule initiale, d'accord? Donc, P égale RI carré. Donc là, on a bien nos 80 ampères. Et donc, on va en déduire 6,4 kW. Au contraire, lorsque l'on relève le facteur de puissance, eh bien, comme on est plus efficace, on a besoin de moins de courant. Et à ce moment-là, eh bien, on n'aura plus qu'un courant de 64,52 ampères, ce qu'on a calculé ici. Et donc, on n'a plus qu'une puissance qui est dissipée dans les fils de 4,162 kW. Donc, on se rend compte que, je vais y arriver, on se rend compte que c'est relativement intéressant de relever le facteur de puissance, ne serait-ce que pour diminuer les pertes par effet Joule que l'on va avoir dans la ligne de transmission. Voilà.